À 2 mois du bicentenaire de la Révolution française, joli clin d'œil du calendrier, la France avait renoué avec les fastes de la monarchie. En novembre 1988, la République avait déroulé le tapis rouge au prince Charles et à son épouse Diana, pour la première visite officielle du couple de Galles dans notre pays. Un triomphe, écrivait alors Match, qui avait mobilisé une dizaine de reporters. En 5 jours, la France est tombée amoureuse de Lady Di. De l'Élysée à Chambord, de la pyramide du Louvre à l'Arche de la Défense, partout, son charme a opéré. Et Charles, aussi, avait séduit. Avant d'être un futur roi, le prince a prouvé qu'il était un homme chaleureux, généreux, un fervent partisan de l'Europe, attentif à ne jamais négliger les gens qui se déplacent pour lui, poursuivait notre magazine, qui souriait. À la veille de 1989, un léger regret parcourt les rues de Paris. C'était exquis, au fond, la monarchie. Publicité. Voici le reportage consacré à la visite de Charles et Diana, tel que publié dans Paris Match en 1988. Découvrez Rétro Match, est l'actualité à travers les archives de Match. Diana Charles, quel triomphe! Par Claudine Vernier-Pallier, reportage, Guillaume Clavière, Willy Golbérine, Virginie Merlin, Dominique Ottavioli, Colette Porlier, Irène Vacher, Vic Vance, Jean-Claude Zana. Par son charme et sa beauté, elle a séduit les Français. Il les a conquis par son intelligence et son rayonnement. Même le ciel les attendait et il a été d'une exquise galanterie. Lumineux à Paris, il cesse brutalement voilé à 300 mètres d'Orly pour tomber sur le pavillon d'honneur comme le phoque sur l'Angleterre. Alors, dans cette purée de pois typiquement londonienne, les oreilles du prince sont apparues plus rouges que le manteau de la princesse et plus rouges encore que le tapis qu'One devrait songer à raccommoder, car non seulement il est plein de trous, mais il fait des bosses, ce qui risque de mettre en péril la dignité de nos hôtes qui, certes, sont habitués à fouler tous les sols de la planète mais qui marchent quand même sur un terrain mité sans regarder leurs pieds. Et puis, quelques heures plus tard, le paysage, soudain éclairci, redevient follement parisien. Si Jeanne Moreau a décliné l'invitation au dîner élyséen, Monique Lang, vêtue de bouquets printaniers avec des pompons accrochés à sa robe comme des cerises à un cerisier, et aussi toutes les femmes des ministres esquissent une discrète et gracieuse révérence. Quel travail! Murmure sobrement l'héritier, tandis qu'il serre les mains, et dit, en fin de soirée, soupir d'aise. Ah! C'est enfin terminé. Mardi matin, à l'aube, elle va piquer une tête dans la piscine du club interallié pour se remettre. Car le programme offert par la France au prince et à la princesse de Galles est aussi chargé que celui destiné ordinairement au chef des ETAT. Et les repas sont aussi copieux. Après le musée d'Orsay, on file vers l'hôtel de ville où les Chirac, les Rothschild, les Jarre et les Rampling, bref, où la capitale les attend. Charles se souvient avec nostalgie que son arrière-arrière-grand-mère Victoria, reine d'Angleterre et future impératrice des Indes, ne s'était jamais autant amusée dans sa vie qu'en 1855, à Paris. Guy Drut, lui aussi, a de la famille au Royaume-Uni et il aimerait bien en toucher 2 mots au prince. Mais quand il entend ce dernier deviser chasse avec Charras, il bat en retraite. On présente Charles à Philippe de Gaulle. Vous ressemblez beaucoup à votre père, lui dit-il. Vous aussi, réplique le fils du général. Là-dessus il lance à Chirac. Heureusement que votre hôtel de ville n'est pas couvert de linge comme le fut le Pont-Neuf par Christo. Tout le monde éclate de rire, sauf Jacques Toubon, trop occupé par la princesse. Face à une gigue de chevreuil offerte par le Premier ministre à l'hôtel Matignon, ce qui doit commencer à peser un peu lourd dans l'estomac d'un végétarien, Charles devient lyrique. Voltaire, de retour d'Angleterre, trouvait que c'était un drôle de pays. Il y avait là plusieurs religions différentes, mais une seule sauce, alors qu'en France, c'est l'inverse.
Quant à moi, tout bien pesé, j'apprécie la diversité de vos sauces. Michel Rocard complimente Di sur sa robe. Faut bien faire quelque chose pour se faire remarquer, répond modestement la princesse. Mes robes sont mon image de marque. En début d'après-midi, devant la grande arche de la Défense, dans ce quartier dont, quelque temps auparavant, à Londres, il avait souligné l'atrocité, Charles se fait poète. J'aime beaucoup la manière dont le ciel se lie à l'intérieur de l'arche, dit-il malgré l'épais brouillard qui masque la perspective. Il promet de ne pas faire d'autres commentaires, sauf en privé. Moins d'une heure plus tard et 24 heures seulement après son arrivée en France, le prince brise pour la première fois le protocole que les responsables ont mis plus de 6 mois à régler. Alors qu'il visite les immeubles de Ricardo Boffi à Montparnasse, il avise un gardien et lui demande sans façon si sa loge est assez confortable et suffisamment spacieuse pour lui, sa femme et ses enfants. Pendant ce temps, la princesse visite l'Institut Pasteur avec le professeur Luc Montagnier. Elle observe au microscope le virus du sida et passe un long moment seule en tête-à-tête avec des malades. Quand elle quitte l'hôpital, elle a perdu son visage guindé. Elle est pâle, grave, émue. Le soir, sur le Léna Tour Eiffel, à bord duquel Laurent Fabius convie le couple à une soirée privée, elle sera encore une autre, plus espiègle et plus mûre à la fois. Un quart d'heure avant l'arrivée des invités, cesse la panique sur la péniche. Il fait trop chaud, puis trop froid. Des miettes de pain sont éparpillées sur le tapis juste à l'endroit où leurs altesses doivent entrer. Aspirez-moi tout ça, hurle une femme au bord de l'apoplexie. On fonce chercher l'aspirateur mais le fil est trop court, et un fleuriste portant des tubéreuses, quelle jolie idée, c'est si rare les tubéreuses. Manque passèrent par-dessus bord en s'y prenant les pieds. Enfin, les voilà, les Parisiens, les copains qui s'embrassent et badinent comme au cocktail Gallimard de la grande époque. Il y a là Edmond Charleroux, si fragile et charmante, Poirot Delpech sans son habit vert, Raymond Barre, Julien Clerc et Valérie Caprisky. Il y a tant de monde sur ce bateau, tant de monde heureux de se retrouver que lorsque Charles et Diana arrivent, c'est à peine si on les remarque, comme s'ils faisaient déjà partie de la famille. Quelques dames tentent la révérence. Mais la chose se révèle périlleuse et fort mal adaptée à l'exiguïté des lieux car quand elles plongent, leur aimable séant va en heurter d'autres, et quand elles se baissent à moitié, ça ne fait plus du tout princier. Si, à l'Élysée les tables portaient de bucoliques noms de fleurs, ici, elles portent ceux des stations de métro, Louvre, Trocadéro, Odéon et autres châtelets. Charles et Di dînent à la table d'honneur. Ils l'ont bien mérité. On sert le foie gras des Landes. Oh, I love it, dit Di à son voisin Raymond Barre. Le député de Lyon offre la moitié de sa part à la princesse. Là-dessus, débarque la langouste bretonne. Dit Rosie de plaisir. Oh, I love it. Elle aime tant ça que Barre lui donne une truffe et un morceau de crustacé. Le poulet aux champignons préparé par Paul-Henri est délicieux. Ah, il y a de l'ail là-dedans, jubile la princesse. Chez nous, on ne peut jamais avoir d'ail. Charles. Goûtez-moi ça. Il y a du garlic dans les trompettes de la mort. Le Premier ministre se sépare galamment de ses champignons, non sans s'être demandé, avec une pointe d'envie, comment cette jeune femme fait pour demeurer aussi mince. Et c'est ainsi que, par un subtil jeu d'assiettes, la princesse de Galles mangea non seulement ce qu'il y avait dans les siennes mais termina aussi ce qui restait dans celles de Raymond Barre. On servit 3 desserts et la mine gourmande qu'elle fit, un peu plus tard, en passant devant le buffet où gisaient quelques miettes de gâteau, donne à penser que Lady Di n'avait pas tout à fait apaisé sa faim. Tandis que Charles, repu d'exquis fromage, gagne la station Tuileries, où l'attend Valérie Caprisky, Di descend à Orsay, et s'assoit à côté d'un Poirot vert de frousse à l'idée d'infliger son pauvre anglais à une altesse royale. Di et l'académicien partagent la même passion pour les enfants.
D'ailleurs ce dernier est venu avec sa fille Julie. Mon fils aîné, raconte la princesse, me demande souvent, dit maman, pourquoi il est si important, papa? Mais William, c'est parce qu'il est le fils de ta grand-mère. Chaque matin, elle lui parle longuement au téléphone. Il est persuadé que nous sommes en Italie, pouff-t-elle. Évidemment, dès qu'un Anglais traverse la Manche, il perd le sens de l'orientation et se croit au sud de l'Europe. Cet après-midi, je suis allée à l'Institut Pasteur, continue-t-elle en se rongeant les ongles. C'était très impressionnant, mais moi, j'ai vraiment trop peur des piqûres. Claude Labbé tente de lui expliquer les mystères de l'hôtel de la Sey. Au bout d'un moment, elle perd le fil de l'histoire et demande à son interprète, mais qu'est-ce ce qu'il dit, le monsieur? Et puis, comme elle se trouve un peu trop décolletée dans cette robe noire qui lui dévoile les épaules, elle croise pudiquement les mains sur sa gorge pâle. Di pouffera aussi quand la pulpeuse diva Hélène de Lavaux chantera pour elle, Parlez-moi d'amour. Mais par bonheur, elle ne remarquera pas qu'à la hauteur du pont de Bercy, un homme dénuda ses fesses au passage du bateau royal, ce que peu de gens virent d'ailleurs, sauf Raymond Barre à qui rien et ne accent aigu chape. Le lendemain matin, Di va se délasser dans la piscine pendant que Charles visite les installations de l'Aérospatiale des Mureaux où il signe le livre d'or avec un stylo qui ne marche pas. Le soir, ils sont tous deux si fatigués qu'ils s'endorment, l'un sur l'épaule de l'autre, dans la voiture qui les ramène de Chambord à Blois. Jeudi, Charles et Di font les magasins. Un chien a reniflé, pendant une demi-heure, tous les étages de Marks & Spencer. NY a pas trouvé de bombe mais a volé un cheddar, ce fromage que les Anglais réservent en général aux souris. Apercevant trois gracieuses vendeuses au rayon, traditionnel bacon, le prince se précipite pour les questionner sur leurs horaires, leur salaire et leurs conditions de travail. Il désigne un morceau de lard fumé et demande à l'une d'elles, « Vous mangez ça? Moi je préfère le bacon américain, il est plus fin. » 2 chevaux de polo accueillent le couple princier, place de la Madeleine, à l'entrée du magasin, Madelios. L'un des joueurs a disputé un match Windsor-France que la France a gagné. Il aurait mieux valu qu'elle perde. C'est eût été plus courtois. Diana s'intéresse beaucoup au rayon des pyjamas d'hommes. À Londres, je ne trouve jamais de pyjama à ma taille. Devant une paire de Church, Bordeaux, elle s'exclame, Charles, regardez, des chaussures Bordeaux. Pourquoi n'en avez-vous pas? Mais si, darling, Jane est plein mes armoires, répond le prince qui file au rayon alimentation où une dame achète un Christmas pudding. Vous aimez le Christmas pudding? Lui demande-t-il en se rongeant l'ongle du pouce. J'adore ça. Voici ma recette. Vous hachez finement la graisse blanche d'un rognon de bœuf. Vous mélangez avec du sucre, de la mélasse, de la farine, des raisins secs et vous faites bouillir pendant 6 heures au bain-marie. Au pied de la pyramide du Louvre, Charles est ébloui par le spectacle de pierre, de verre et de métal, mais ce qui l'intéresse par-dessus tout est la présence de 3 ouvriers en bleu de travail en haut de l'escalator. Il demande à Bimba, électricien malien, combien de temps a duré le chantier? Mais Bimba reste muet. Peut-être qu'il ne comprend pas le français. Aussitôt que le prince a tourné le dos, ses copains s'esclaffent. Et Bimba, tu vas être nommé ambassadeur à Londres. Le lendemain, jour de leur départ, est aussi le 70e anniversaire de l'armistice. Quand François Mitterrand remet la médaille de la Légion d'honneur à 7 anciens combattants, le prince s'étonne. C'est impressionnant. Vous avez encore tous ces vieux soldats? Évidemment, il s'est passé au cours de ce voyage beaucoup de choses très sérieuses. Mais parfois, les petits soucis des grands de ce monde sont les arcanes de l'histoire. Et puis, ils sont vraiment très sympathiques tous les deux. Diana, malgré ses facéties, joue son rôle à la perfection, et après la reine Victoria, Charles sera vraiment ce que l'Angleterre aura eu de mieux.
car nul doute que le futur roi saura obtenir par le charme ce que son premier ministre, Maggie Thatcher, obtient par le fer. Photos, hors-série, anciens numéros, abonnements. Consultez notre boutique en ligne.